À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Entretien télévisé de Patrice Talon au sujet de la crise préélectorale. Plus de 112 heures après cette sortie médiatique, bon nombre d'angles d'intervention du chef de l'État continuent d'être sujettes à toutes sortes de conversations, mais aussi à toute une série de réactions. Entre autres préoccupations évoquées qui n'aura laissé personne indifférent, l'adresse de Patrice Talon à l'endroit des acteurs politiques pour une véritable culture de la paix. Je voudrais, dit-il en fin d'émission, prier la classe politique, les leaders politiques de ne pas aller à incendier le pays. Surtout pas appeler à l'incendier. Une adresse empreinte de solennité, mesdames, messieurs, qui pour l'une mérite méditation et réflexion. 100% Bénin pour le plateau du jour voudrait s'adonner également à l'exercice. Et ce sera autour du thème appel du chef de l'État à la paix. Une démarche républicaine aux pure ironie. Tout de suite, le regard croisé d'un éditorialiste et d'un acteur politique. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Vincent Folly. Éditorialiste, il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, l'homme des plus à présenter. Vincent Folly, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi qui te remercie toujours de me montrer sur les antennes. C'est ça qui me permet. Moi, je suis journaliste de l'écrit, de la presse écrite, je voulais dire. Mais c'est par la télé que certains me connaissent. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est un devoir de le faire. Mesdames, Messieurs, en face de lui, pour cet instant d'analyse, Mathieu Coco, il est non plus à présenter sur le plateau de 100% Bénin. Il est acteur politique, l'un de ces jeunes qui accompagnent les actions du chef de l'État et qui croit que demain est possible de faire les choses autrement, en grandeur. Mathieu Coco, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation une fois encore. Merci. Élection législative inclusive. Mesdames, Messieurs, Patrice Talon, la mort dans l'âme, aura conclu jeudi dernier à l'issue du débat télévisé. Le moment politique que le pari n'est pas tenable. Face à la tension plus que vive, il aura invité les uns et les autres à prendre de la hauteur et surtout préserver l'essentiel, ce que le Bénin aura de plus cher, la paix. Je voudrais, dit-il, je rappelle, prier la classe politique, les leaders politiques de ne pas appeler à incendier le pays. Et fin de citation. Mathieu Coco, vous avez suivi le chef de l'État aller à une telle conclusion pour plus d'un c'était inattendu, inespéré. Merci beaucoup. Connaissant bien l'homme, je ne peux pas dire, moi, de ma part, que c'est inattendu. Patrice Talon, depuis qui, le 6 avril 2016, a toujours posé les pas d'un démocrate et d'un homme de paix. Il faut le dire. Et il faut rappeler que le mois d'avril pour notre pays, c'est un mois très sensible. Un mois très sensible parce que c'est un mois dans lequel nous aurons à désigner nos députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est un mois d'élection. Et encore que pour une première fois dans notre pays, les élections se dérouleront donc dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire que seulement 2 partis iront donc aux élections législatives. C'est une première. Sinon, on avait l'habitude de faire 25, même voire 30 partis ou alliances de partis aller aux élections législatives. Donc, dans ce contexte, je crois que c'est bien normal que le président de la République appelle tous les citoyens et principalement la classe politique à la paix, à œuvrer pour la paix et à montrer le chemin qu'il faut à leurs militants pour que le pays, après les élections, puisse continuer encore à vivre. Parce que la seule chose que nous avons en commun pour laquelle nous travaillons, nous nous battons, que ce soit de la mouvance que de l'opposition, c'est le Bénin. Donc nous ne devons pas donc déchirer ce pays parce qu'après ça, rien ne nous restera plus en commun. Ne pas déchirer le Bénin, surtout œuvrer à ce qu'après soi, il n'y ait pas le déluge, mais toujours un pays qui force l'admiration. Vincent Folly, le chef de l'État, l'a martelé plus d'une fois. Je ne sais pas par où commencer. Je suis très embarrassé. Et je n'ai pas eu tort de laisser la parole d'abord à mon vis-à-vis pour qu'il puisse dire en tant qu'acteur politique ce qu'il pense. Et il s'est exprimé, j'ai compris dans quel sillage il est.
Bon, moi, il est jeune, je le félicite. Moi, je suis plus âgé. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne me laisse pas influencer par ce que les gens disent. Donc, le chef d'État, vous dites qu'il a prêché la paix. Mais... Vous l'avez suivi? Attentivement. Okay. Je l'ai suivi. D'abord, en tant qu'homme des médias, je suis obligé de suivre ce qui se passe. Et donc, en tant que citoyen aussi. Et j'étais curieux de savoir, même si je ne m'attendais à rien, parce que c'est là où j'attendais le chef de l'État, c'est plutôt ce que vous avez appelé une déclaration solennelle. Ce n'est pas une déclaration solennelle qu'il a faite. Il a fait le choix de s'adresser par le biais de 2 intervieweurs sur lesquels, dont les prestations on peut apprécier nous autres en tant que journalistes. Il a choisi ce canal, ce format d'émission, mais ce n'était pas sur ce format qu'on l'attendait, de mon point de vue. On l'attendait sur le format d'une déclaration. Nous étions à l'avant-veille de l'ouverture de la campagne. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse dire « Non, je recule. Non, je ne veux pas voir 2 partis seulement », comme il a dit le 6 mars. Mais on a vu le chef de l'État, dans la logique de sa déclaration du 25 février, où il a reçu les chefs de parti, où il s'est comporté en vrai professeur de droit et qui se confondait donc dans des explications alambiquées. J'ai retrouvé le même chef de l'État, c'est-à-dire le jour de son interview, qui s'est campé sur sa position et qui a osé dire aux gens, écoutez, vous ne perdez rien, attendez les prochaines échéances. On appréciera, mais s'il vous plaît. Il conclut quoi? Oui. Il conclut quoi? Il dit, attendez, pourquoi on veut faire quelque chose pour moi? On ne me consulte pas. Et on fait le choix pour moi. Mandela a dit, et quelqu'un l'a rappelé ces jours derniers, si ce qui se fait pour moi, sans moi, est contre moi. Je répète, ce qui se fait pour moi, sans moi, est contre moi. Pourquoi le chef de l'État doit dire aux gens, attendez les élections prochaines? Pourquoi? Un acteur politique est un acteur politique. Il vise, s'il a un parti, son ambition, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Pourquoi lui dire, non, attendez les élections municipales? Pourquoi? On va me faire ce choix alors que ce n'est pas le choix que j'ai fait. On a vu les partis dire unanimement, nous voulons aller aux élections. Mais le chef de l'État vient nous dire, à la veille d'échéance, écoutez, vous avez joué. Il l'avait déjà dit le 25. C'est la même posture qu'il a choisie le jour de l'interview. Et je regrette, ce n'est pas la paix qu'il déclare, c'est la guerre qu'il a déclarée aux populations. Je regrette et je veux discuter avec mon vis-à-vis pour lui dire que ce qui s'est passé au cours de l'interview est un peu triste. Ça me rend triste pour le pays. Parce que nous sommes dans une période de tension et le chef d'État le sait. Et il aurait pu simplement faire nos discours. Dire maintenant, on ouvre les élections. Depuis 30 ans que nous avons terminé la conférence nationale. On n'a jamais vu ça. Quand vous dites et tout le monde se satisfait de cette situation. Moi, je ne suis pas satisfait en tant que commentateur, en tant qu'analyste politique, en tant que journaliste. Je suis peiné. Quand vous dites, Vincent Folly, qu'il aurait pu ouvrir les élections, comment ceci se peut? Le chef de l'État a utilisé un certain nombre d'arguments de droit et expliqué un peu la difficulté qui est désormais la sienne pour pouvoir aller au-delà. On pourra revenir sur ça, mais je dis, ayant conclu le 6 mars que nous sommes dans une impasse, c'est lui-même qui l'a dit, hein, et qu'il est triste parce qu'il n'y a que 2 partis, et que ce qu'il y a, c'est l'incohérence des tests. Il a même parlé des dates. Tout le monde sait que les dossiers devaient être déposés un 26 février. Mais on dit que les partis qui existaient sont reconnus jusqu'au 17. Ça veut dire que un parti, Tantampion, qui existe depuis, peut déposer son dossier doit être accepté. Et c'est après qu'il peut régulariser, et là jusqu'au 17 mars. Ils ont fait cette erreur dans la thèse, des tests qu'ils nous ont proposés. Le chef d'État a reconnu qu'on était devant une impasse, mais qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas ce qu'il a fait, à savoir confier au président de l'Assemblée d'aller chercher un consensus. Il sait que ça ne devait pas marcher. Il sait que ça ne pouvait pas marcher. Mais il l'a fait. Et du 6 mars jusqu'à la date
de la veille, de l'avant-veille des élections, il pouvait faire ce qu'il pouvait faire, à savoir réunir la classe politique et lui dire « J'ai échoué dans ma démarche, je vous demande maintenant, on met cette loi de côté et nous allons essayer de trouver une loi dérogatoire. » Il y a des gens qui sont intervenus pour dire on a déjà suspendu des lois dans notre pays en disant sur la lépi, on a fait ça et pendant 10 ans, comme l'a rappelé Robert Dessous dans une des interviews qu'il nous a accordées, que nous avons suspendu la lépi, on dit on n'est pas encore prêt, on va le faire plus tard. Et on l'a fait dans les conditions que tout le monde connaît. On l'a imposé. Mais, excusez-moi, je veux dire que le chef de l'État pouvait déjà le 6 mars dire « Chers amis, j'ai commis une erreur en faisant ces lois qui sont tout à fait incohérentes. Si on veut en discuter, je vais en discuter avec vous sur le code électoral, sur la charte des partis. Il y a bien des incohérences dedans. » Alors, quand il reconnaîtra ça, il va dire « Bon, on se regroupe. » Moi, je ne parle pas, les juristes disent l'utilisation de l'article 68. Moi, je ne suis pas dans cette logique. C'est une crise politique créée par lui-même, c'est-à-dire par l'adoption des lois uniques, des lois qui sont anticonstitutionnelles. Et on pourra le démontrer. Mon interlocuteur est en train de rire. Oui. Donc, il aurait pu réunir simplement la classe politique et dire on fait quoi? Et tous ensemble, on décide. Mais il n'a pas décidé à la place des gens, regardez la paix. Il vient de déclarer la guerre à la population. Mathieu Coco, votre vis-à-vis, vous l'avez suivi. Pense que le chef déclare la paix, mais tout en demandant, la guerre plutôt, tout en demandant à ceux à qui il déclare la guerre de cultiver la paix. Mais il ne l'aurait pas déclaré à la classe politique, mais il l'aurait déclaré au peuple. Ça, c'est signé Vincent Folly. Merci beaucoup. Connaissant bien mon vis-à-vis, les propos ne m'étonnent pas, parce que Vincent Folly, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Dire que le chef de l'État a déclaré la guerre, je crois que c'est des choses que nous devons éviter en ces moments-ci de dire sur un plateau de télévision. Parce que nous sommes suivis, nous avons nos enfants, vos petits-enfants qui vous suivent, parler de la guerre en cette période très sensible pour notre pays. Pour revenir sur les faits, je crois que depuis le début, le président de la République a fait une démarche de paix. Il a mené rien qu'une démarche de paix. Était-il obligé de convoquer d'abord la classe politique au lendemain des dépôts de dossiers, ou bien dès qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, déjà il y avait des difficultés? Il n'était pas obligé. Parce que c'est une loi qui a été votée par qui? Par des députés. Mais qui sont ceux qui sont confrontés aujourd'hui à des difficultés encore? Ce sont les mêmes députés. Peut-être que Vincent Folly ne le sait pas, mais la charte des partis politiques a été votée à l'unanimité -1. À l'unanimité -1. Et, monsieur le journaliste, là où le problème se pose aujourd'hui, ce n'est pas encore au niveau du code électoral, c'est d'abord au niveau de la charte des partis politiques, parce que il faut franchir d'abord l'étape du ministère de l'Intérieur pour se retrouver donc à la Sénat, où on parlera donc du code électoral. Donc la charte des partis politiques qui devrait permettre qui devrait donner la qualité à chaque formation politique de dire vous êtes conforme à une loi, allez aux élections, c'est cette charte. Mais cette charte a été votée à l'unanimité, ce qui veut dire que chacun d'entre eux, ils ont lu, étudié et voté ces lois-là. Et maintenant, dans la mise en œuvre, il y a une complication. Pensez-vous qu'il était nécessaire que le chef de l'État était obligé de les appeler? Mais il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il voulait la paix. Parce qu'il voulait la paix. Douter de ça, bonne foi, mais on ne peut pas quand même douter de la démarche. La démarche invoque déjà la paix. Il faut le dire. Les partis politiques ont déposé les dossiers à la Sénat. Il s'est trouvé que c'est seulement 2 partis et qui, bizarrement, soutiennent les actions du chef de l'État qui sont retenues. Le chef de l'État, une fois encore, dans sa démarche de paix, a encore invité toute la classe politique et le président de l'Assemblée et le bureau de l'Assemblée nationale. Et à ce niveau-là, il leur a dit, mais que cela ne le réjouit pas que de voir que 2 partis politiques allaient aux élections.
que cela ne le réjouit pas. Et c'est pour cela qu'il a demandé aux honorables députés, M. Folli, d'aller chercher les voies et moyens qui permettront à ce que tous les partis puissent aller aux élections. Et cela, tel que nos tests nous invitent à le faire, ça doit se faire par voie de consensus. Mais qui sont ceux qui ont bloqué le consensus? Comment le consensus n'est pas arrivé? Le chef de l'État n'est pas au Parlement. Le chef de l'État n'est pas un député. Il ne vote pas des lois. Le chef de l'État suit donc les lois que les députés ont votées. Lorsque c'est déclaré conforme à la Constitution, lui promulgue. Mais les lois que nous nous sommes dotés nous-mêmes, acceptons que nous les respections. Dire que le chef de l'État a décidé au nom des gens. Le chef de l'État n'a pas décidé. Le chef de l'État a constaté juste que nous étions en face d'une situation. Et face à cette situation, il n'y avait pas d'autre moyen que d'inviter les uns et les autres au calme. Et de leur dire que ne pas avoir participé aux élections législatives de 2019 ne veut pas dire tout simplement que vous n'existez plus. Ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Mais c'est vrai, la politique ne se fait pas qu'au Parlement. La politique ne se fait pas qu'au Parlement. Et avoir demandé aux acteurs culturels de profiter du temps et de se mettre en... Politique, vous voulez dire, acteurs politiques, pardon, de se conformer aux tests en vigueur pour pouvoir s'apprêter à d'autres échéances politiques. Je ne crois pas que le chef de l'État a déjà trop dit. Il n'a pas encore dit quelque chose de si grave pour qu'on pense que, bon, il a déclaré la guerre. J'aurais souhaité vraiment qu'en ces moments-ci, nous sommes encore plus jeunes. Vous avez peut-être déjà vu une guerre une fois. Mais nous, on n'a pas encore vu de guerre et ne voulons pas voir de guerre parce que nous avons vu ailleurs et le résultat, personne ne peut connaître le résultat qui sera donc affiché à la fin. Nous ne voulons pas de cela. Je voudrais qu'on n'en parle plus vraiment de guerre. Le chef de dire à Vincent Folli, la vie ne finit pas à un échec, car le chef constate qu'il y a eu échec au niveau de la classe politique, dite de l'opposition. Mais quand ça arrive, dit Patrice Talon, cela permet souvent d'être plus aguerri et d'avoir des succès inespérés plus grands plus tard. Et le plus tard, c'est les législatives. Ensuite, la présidentielle. Une élection majeure, Vincent Folli. Donc, le chef invite une fois encore les acteurs appelés à conquérir le pouvoir, comme l'avait martelé tout à l'heure, à prendre leur mal en patience et comprendre que c'est arrivé et travailler pour l'avenir. Cher ami, oui, je Vincent répète Folli. ce que j'ai dit. Oui, bien entendu. Il dit qu'il me connaît, il me connaît, qu'il connaît ma position. Bon, je ne voudrais pas qu'il me fossilise dans une sorte de... Mais j'ai au moins la cohérence dans mes idées. Et je n'ai pas varié du tout. Du temps où je soutenais son parti qui s'appelle Alternative Citoyenne, et jusqu'à ce jour, j'ai été cohérent. Je veux dire que ce n'est pas moi qui déclare la guerre. En parlant de la guerre, on ne déclare pas la guerre. Mais celui qui dit qu'il déclare la paix, je fais le constat que c'est plutôt la guerre qui déclare. Regardez dans nos rues, jusqu'à Parapou, sur les réseaux sociaux, du moins ce que je vois. Au moins à Cotonou, je vois aussi des chars circuler. C'est quoi? Nous sommes en guerre? Est-ce que nous sommes en guerre? Mathieu Coco va vous répondre tout de suite. Pourquoi nous pouvons, on demande aux gens, écoutez, bon, les élections, on peut échouer à une échéance et puis passons de l'autre côté. Mais pourquoi, lorsqu'il a échoué pour la réalisation de sa loi, il ne se dit pas, je reviens, s'il vous plaît, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi il ne revient pas en arrière pour dire qu'on fait quoi? Parce que c'est la première fois depuis la conférence nationale que les partis, c'est-à-dire que la Constitution n'aura pas été appliquée dans sa pleine mesure, à savoir que nous sommes dans un multipartisme intégral. Qu'est-ce que ça signifie? Intégral, ça veut dire que je peux créer un parti avec un ami, je vais aux élections, j'échoue, c'est mon problème. Mais il fait une loi qui donne tellement de chicanes que les gens, ceux qui ont réussi à sortir des mailles, ce sont seulement les gens de son bord. Il y a un problème. Je suis allé, moi je suis journaliste, j'ai vu des gens, j'ai vu les partis, lorsqu'ils ont échoué au ministère, ils ont saisi le tribunal. Certains sont allés directement à la Cour suprême. Imaginez ce qui s'est passé, l'USL, qu'est-ce qu'on reprochait à l'USL? On dit que son premier responsable a une peine infamante. Moi je ne suis pas là pour justifier quelqu'un. La peine infamante, elle ne devient infamante, elle devient applicable que lorsque tous les recours ont été exécutés. Ce n'est pas le cas pour le président de l'USL. Donc, on pouvait lui délivrer
un casier judiciaire. La Cour suprême qui devait trancher a mis 3 heures pour s'en délibérer, pour dire après qu'elle est incompétente. Et les autres, le parti de Koulé, le parti, je ne sais pas quel autre parti est parti, le FCBE, ils sont allés au tribunal de première instance pour se faire encore débouter. Mais qu'est-ce que ça signifie dans ce pays? Un parti, c'est un rassemblement de gens qui aspirent à prendre le pouvoir. Et les chicaneries administratives ne peuvent pas empêcher un parti d'exister, parce que la légitimité est conférée au parti par les électeurs. Ce n'est pas l'administration. L'administration constate que j'existe. Ils peuvent mettre des pièces à fournir. En l'occurrence, les pièces qu'il y avait à fournir, dites-moi bien. On dit qu'il faut 15 représentants par commune. Ça fait, fois 77 communes, ça fait 1100 et quelques. Les gens sont allés au ministère avec des cantines. Je vais donner 2 exemples seulement. Il faut que les responsables aient présenté les actes de naissance de 15 représentants par commune fois 77. Les certificats, les casiers judiciaires de 15 personnes par commune fois 177. Ça fait 1100 et quelques. Quelle est l'administration que nous avons qui peut vérifier toutes ces pièces? C'est un exemple simplement. Donc, on peut demander aux gens de fournir des pièces, mais les pièces ne peuvent pas être cause d'exclusion de l'existence d'un parti. Je regrette. Et les gens n'insistent pas beaucoup sur ça. Non, je vais terminer parce que vous avez dit beaucoup de choses. Je regrette parce que un parti, c'est un regroupement de gens. Et tel que la Constitution est faite, nous sommes obligés d'admettre ceux qui disent qu'ils veulent ce parti. Ils veulent compétir. On a fait une charte des partis. Et on dit, c'est ça qu'il faut dire, la charte. Vous avez dit, elle a été votée par l'ensemble de la classe de ceux qui sont des députés à l'Assemblée, sauf un. C'est vrai. Et moi, je vous concède qu'en tant que journaliste, je suis peiné que ces tests-là, nous n'ayons pas vu. Mais lorsque je les ai lus, j'ai compris que la charte des partis comportait des incohérences. Quelle incohérence? On dit qu'il faut maintenant avoir des blocs. Il faut avoir des partis. Une fois les partis constitués, on ne peut plus se constituer en alliance. Mais on est où là? On est où? La Cour constitutionnelle qui a décrété un jour que la transhumance, ce n'est pas contraire à la Constitution, c'est-à-dire que quelqu'un peut quitter un parti pour un autre. Mais aujourd'hui, on dit qu'on peut avoir un parti, mais que demain, on ne peut pas créer des alliances. Mais regardez partout dans le monde. Regardez ce qui se passe en Europe, l'Union européenne. Regardez, bien sûr, ils vont aller au vote. Mais ce n'est pas des alliances qu'ils accèdent pas des alliances. Ils font les jeux des alliances, se font toujours dans tous les pays du monde. Maintenant, on a créé des blocs qui sont des conglomérats de partis, qui sont des alliances. Une fois créés, on dit qu'ils sont partis. Et maintenant, on empêche les autres de créer des alliances après les élections ou d'aller aux élections. On dit qu'il faut le faire avant. Mais moi, je dis que cette charte est valable. On a dit aussi qu'il y avait 3 piliers. Le code, la charte des partis et le financement des partis. Regardez dans la charte des partis si ils ont réglé le problème de financement. L'ancienne charte n'avait pas réglé le problème de financement. L'ancienne charte avait déjà prévu que lorsqu'un parti ne se présente pas 2 fois aux élections, il est fort clos. Mais on n'a jamais appliqué. Si c'est ça qu'on veut appliquer, je suis tout à fait d'accord. Mais on a mis des chicanes et on a coincé et on a mis les gens dans une sorte de camisole de force. Et puis, à la fin, c'est les 2 partis qui n'existaient pas. C'est ces 2 partis-là. Vous imaginez qu'un parti comme le PRD ne puisse pas aller aux élections. Avec tant d'années de choses, comment peut-on comprendre ça? Non pas sur la base, c'est pas parce que les électeurs refusent de voter pour le PRD, mais parce qu'on a dit, administrativement, ils sont exclus. Dans quel pays du monde, vous pouvez me dire qu'on exclut les partis pour des raisons administratives? Le Bénin a décidé de... Quel décider? Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Oui, pourquoi on va décider? Une touche particulière. Quelle touche particulière? On va inventer quoi? Il y a la roue à inventer. Comment quelqu'un qui n'a pas créé de parti peut se permettre d'organiser les partis? Il n'a créé aucun parti. Il aurait pu dire, c'est pour moi les 2 blocs. Et nous, on serait d'accord. Il est au pouvoir. Quand on va au pouvoir, on va avec un parti. C'est notre pays seul qui est le seul dans la sous-région à ne pas aller au pouvoir avec des partis. C'est notre seul pays. Regardez au Togo. Des partis. Il y a le parti, le RPT qui est devenu UNIR. Il y a les autres partis qui sont là.
C'est au Bénin seul que les partis ne parviennent pas. C'est pour corriger cet art. Quelle correction on fait? Qui sont les chefs de parti? On a mis à la tête des collèges de dirigeants. Qui est le dirigeant de votre union? Quel est le dirigeant? Non, je parle et vous pouvez parler après moi. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. J'exprime des opinions et les lecteurs, les auditeurs jugent. Mon opinion est que ces partis ne sont pas des partis. Ce sont des partis, comme certains l'ont qualifié, de partis privés du chef de l'État. Le chef de l'État aurait pu faire comme ça a été des options des acteurs politiques, les députés eux-mêmes, puisque ce sont eux qui décident. Ils en ont décidé dans leur grande majorité. La loi du grand nombre, ça continue de s'appliquer. Ainsi va aussi la Constitution. Oui, Mathieu Coco, il y a des aspects que vous jugez utiles à relever. Je concède beaucoup à M. Folly. Non, ne me concédez rien. Sa position d'abord de journaliste, mais éditorialiste oui. Aussi. Politiquement, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Parce que vous avez dit des choses qui, à mon humble avis, ne tiennent pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que tout le monde a le droit de créer un parti, alors qu'il n'y a pas de loi, de test qui régisse la création des partis. Il n'y a pas alors qu'il n'y a pas de loi, de test. Il y avait la charte des partis. Mais la charte des partis, existait. S'il vous plaît. Oui. La charte des partis existait. Oui. Ce n'est pas pour la première fois dans ce pays, par exemple, qu'on revoit des lois ou bien qu'on révisite des lois pour voter de nouvelles lois. S'il vous plaît, quand je vous parlais, je ne vous ai pas interrompu. Donc c'est pour vous dire que quoi? Lorsqu'à partir d'un moment donné, dans notre pays, qui est notre pays commun, les députés qui sont nos représentants ont décidé à l'unanimité de revoir le... S'il vous plaît. On sait comment les votes se font. Il a la parole, vous aurez la parole tout à l'heure. Allez-y, oui. Ont décidé à l'unanimité de revoir ces tests et de voter un test de loi pour régir la création et la vie des partis politiques dans notre pays. Ce n'est pas vous qui allez me dire que le test est rempli d'incongruités. Parce que eux, avant de le voter, l'ont lu. Eux, avant de le voter, ils ont fait des séminaires, s'il vous plaît. Avant de le voter, ils ont fait des séminaires. Mais s'ils ne l'ont pas lu, et que ce sont eux encore qui sont confrontés aujourd'hui à des difficultés pour exécuter ces lois, ce n'est pas à vous de leur dire que la loi est remplie d'incongruités. S'ils n'ont pas vu ces incongruités avant de voter la loi, à l'unanimité, s'il vous plaît. À l'unanimité, s'il vous plaît. Ce n'est pas... Vous savez, je reconnais que c'est vraiment difficile de subir des modifications lorsqu'on est moulé déjà dans un système, lorsqu'on est déjà moulé dans une manière de faire. C'est très difficile de faire des modifications. Mais lorsque vous choisissez de faire cette modification, il faut vous apprêter pour y aller. Je vais revenir. Vous dites que la charte n'a pas réglé la question des financements. Ce n'est pas vrai. Je vais vous inviter encore à bien relire. J'ai lu la charte des partis. Qu'est-ce qu'on dit? Que l'État va prendre une loi. Non, allez-y. D'accord. C'est pour dire que cette charte des partis politiques qui a été votée, non seulement à l'unanimité, s'impose à partir du moment où ça a été voté à tout le monde. Et en vouloir au chef de l'État de ne pas voir prendre des dispositions pour pouvoir régler certaines questions liées aux difficultés de l'application, c'est mauvais, ce n'est pas honnête, parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas lui qui décide de ça. Ce sont les députés qui décident de cela. Et c'est à cause de ça qu'il leur a renvoyé la balle. Ce sont les députés qui décident de ça. Lorsque vous dites que dans d'autres pays, au Togo, il y a 250 partis, est-ce qu'il y a 250 partis? Il y en a 250 ici. Mais s'il vous plaît, jusqu'à la veille des réformes, on en avait plus de 250 partis politiques. On en avait. Ça gênait qui? Mais ce que ça gênait, vous l'avez dit, M. Folly. Et lorsqu'on se retrouve avec combien de partis se retrouvent à l'Assemblée? Vous avez dit qu'au Togo, que ce sont que des partis ont réussi à prendre le pouvoir. Au Bénin, est-ce que des partis n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir? Et vous ne voulez pas que ça se corrige chez nous. Vous ne voulez pas. En faisant ce qu'on fait là? Mais c'est en faisant ça. Il faut qu'on ait des partis politiques plus forts. Il faut qu'on ait des partis politiques plus représentatifs. Lorsque vous dites qu'on demande 15 représentants à chaque parti et que il faut acte de naissance, il faut, comment vous appelez ça, casier judiciaire. Combien de personnes vont au bac dans notre pays? Est-ce que l'office de bac n'étudie pas les dossiers avant de déclarer les candidats? Est-ce qu'on ne rejette pas des candidatures? Mais au nom de quoi vous pouvez penser que, parce qu'il y a à peine 5 partis politiques qui ont déposé de 1000 et quelques dossiers, qu'on ne peut pas les étudier? Et vous pensez que c'est parce que l'administration ne pouvait pas étudier les dossiers qu'on a rejeté les dossiers de certains partis? Ce n'est pas honnête. Et l'autre chose,
ce n'est pas seulement les deux blocs du président de la mouvance présidentielle qui ont réussi à passer les mailles du ministère de l'Intérieur. Le PRD a passé les mailles du ministère de l'Intérieur. Comment on les appelle? FCDB, Moël Bédé et beaucoup d'autres. Alors, mais au nom de quoi vous pensez que c'est seulement les deux partis de la mouvance présidentielle qui ont réussi à passer les mailles du ministère de l'Intérieur? Il faut qu'à un moment donné, nous prenions du recul. Et que nous sachions que nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée lorsque nous avons le privilège de venir devant des caméras pour parler, que des gens nous écoutent. On doit se mettre au-dessus. En se mettant au-dessus, constitue en réalité à ne pas affirmer des choses qui ne sont pas vraies. À ne pas affirmer. Vous parlez des partis politiques, que le chef de l'État n'a jamais créé de parti, il veut régulariser les partis. Il n'a jamais dirigé de pays avant de prendre la présidence du pays. Vous avez jamais dirigé une fois un journal ou autre avant de commencer avant de devenir journaliste. Je vais dire, est-ce que vous auriez déjà été journaliste avant de devenir journaliste? Il faut le devenir un jour. Régulariser donc les choses dans un pays. Étant donné qu'on est président de la République, il peut intervenir dans tout et régulariser tout. Et si le vœu, et je n'ai pas fini, et le vœu de réunir, de regrouper les partis politiques, ce n'est pas un vœu de Patrice Talon, M. Folly. Vous avez suivi le discours d'investiture d'Adrien Oumbédji en avril 2015, sinon en juillet 2015. C'est déjà depuis ce moment qu'ils ont émis le vœu. Ce sont les acteurs politiques qui ont voulu de la réforme. Ce n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon n'a rien d'autre qu'accompagner. On va avec votre position évoluer, c'est vrai. Vincent Folly fait partie de ceux aussi qui avaient appelé en son temps à revoir la réforme du système partisan. Des faits, des écrits qu'on a eu à relayer ici, mais aujourd'hui, ce qui est relayé, puisque notre rôle, c'est aussi l'arbitrage des faits, c'est parfois les choix opérés. Et pour les tests aujourd'hui en vigueur, ce sont ces coquilles que certains ont eu à relever à des moments donnés qui devront être revus pour permettre à ce que l'orientation qui est en train d'être donnée soit une orientation qui permette au pays d'être toujours au meilleur de sa forme. Vincent Folly, nous allons, avec votre permission, à moins que vous ayez un apport complémentaire à faire, évoluer dans ce débat. Le chef de l'État, dans sa volonté d'apporter plus de précision à ce qui se joue, a expliqué avoir entendu toutes ces voix l'appelant à revoir la situation, car il a, au-delà de la voie parlementaire, une carte essentielle en main pour essayer de sortir de l'impasse. Car impasse, il y a, en croire ses personnalités, rappelant certains de ses propos. Mais Vincent Folly, le chef de l'État, a souligné qu'au niveau de cette adresse, il y a mal donne. Mal donne parce qu'en certaines dispositions, c'est comme si on l'invitait à aller à un putsch constitutionnel. Or, il faut maintenir ce qui, jusqu'à présent, a fait la fierté du Bénin, la loi fondamentale. Bon, écoutez, je vais présenter des excuses aux téléspectateurs qui nous écoutent parce que nous avons élevé le ton. Je crois que j'ai été le premier à l'élever. Ça écorche les oreilles d'entendre des gens crier. Et nous avons crié. Et mon interlocuteur m'a suivi. Je crois qu'on va baisser le ton pour éviter les déconvenus et pour éviter que les auditeurs soient écorchés dans leur son. Donc je présente des excuses aux lecteurs. Quand on est passionné pour son pays, on arrive là. Et c'est la passion pour le pays qui nous occupe. Parce que ce qui arrive là ne devait pas nous arriver. Il n'y avait rien qui puisse permettre aux élections législatives d'un pays, que notre pays, depuis le renouveau démocratique, qu'on puisse dire des partis sont exclus et les partis sont admis. Et les partis qui sont admis, c'est les deux qui n'existaient pas. Et ça choque. Cela dit, mon interlocuteur est choqué toujours par ma position. C'est son droit. Il est jeune, il est rigoureux et il dit que j'ai dit des contre-vérités. Si nous parlons, si nous faisons tout ce que nous faisons là, nous disons tout ce que nous faisons, c'est pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une situation d'impasse que le chef de l'État a reconnue. Il a dit que la loi lui pose problème, c'est-à-dire l'application là où les deux seuls partis, il est gêné. Il a dit ça. Donc il y a un problème. Qui l'a obligé? Le 25 février, avant ça, il avait tenu un discours autre. Et le 6 mars, il vient devant nous, il dit, je regrette, il y a deux seuls partis et ce sont les miens. Moi, je veux que ça puisse s'ouvrir à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait qui nous intéresse. Il demande au président Adrien Oumbédji
d'aller chercher le consensus. Moi qui suis habitué au débat parlementaire, il n'y aura aucun consensus. Surtout que vrai, les partisans de notre ami se sont campés sur leur position en disant non, nous n'avons rien à dire, nous n'avons pas de proposition à faire. Ils l'ont dit, hein. Et après, insidieusement, on a dit il faut réviser la Constitution. Et les autres ont rejeté. Et après, ils ont dit pas de consensus. Mais c'est quand même curieux. Dans un pays où le chef de l'État réussissait à imposer les voix, à faire voter les députés les yeux fermés, il y a un problème. Pourquoi le chef de l'État, si c'était un ordre qui leur était donné de trouver le consensus, pourquoi il ne leur a pas dit aboutissez au consensus et puis allons-y pour que d'autres partis puissent arriver? Pourquoi il ne leur a pas dit ça? Et nous avons perdu près d'un mois à discuter à l'Assemblée. Et le chef d'État n'a même pas attendu la fin des discussions, puisque le jour où il recevait les chefs d'institution, mon cher ami, le jour où il recevait, il y avait encore la proposition de loi à l'Assemblée, à l'étude, à la plénière de l'Assemblée. Souvenez-vous-en. Le président de l'Assemblée, malgré ça, a quitté la séance à l'Assemblée pour rejoindre les chefs d'institution. Un conclave qui n'existe pas, que nous avons toujours condamné, nous, au niveau de la nouvelle tribunal. On a dit, mais il n'y a aucune disposition de la Constitution qui demande qu'on regroupe les chefs d'institution. Chaque institution est dans son couloir, il n'a qu'à jouer son rôle. Ils se sont réunis. Et le président de l'Assemblée, vous dites lui qu'il a fait un discours, quel discours il a fait? On va en parler. Le président de l'Assemblée n'a même pas pu dire, au cours de ce conclave-là, qu'il n'a pas fini les discussions, de le laisser achever les discussions. On a simplement conclu avec les chefs d'institution, bizarrement lu par quelqu'un qui est coordonnateur, qui n'est même pas membre de l'institution, parce que le médiateur n'est pas une institution de la République. Ça a été créé par une loi. Alors, c'est lui qui a lu et dit que toutes les institutions sont d'accord pour la poursuite du processus. Quelle poursuite de quel processus? Est-ce que le processus était terminé à l'Assemblée? Cela dit, nous avons déjà dépassé tout ça, cher ami. On a déjà dépassé. Nous, on attendait le chef de l'État. Le jour où il a fait son interview, on l'attendait sur une déclaration. Pas sur une interview où on lui pose les questions, qui fait un cours de droit, qui peut être assimilé par des gens. Moi, je ne suis pas convaincu par son cours de droit. Surtout sur l'utilisation de l'article 68. Moi, je n'ai pas demandé. Les sachants sont venus dire qu'il faut utiliser l'article 68. D'autres ont dit non, il faut faire appliquer la loi. Il y a eu beaucoup de communication. Moi, je dis, c'est une crise politique. Le chef de l'État doit régler ça de manière politique. J'ai voulu changer les lois pour qu'on aille aux élections. Ces lois se sont révélées inopérantes. Vous avez dit que les gens ont voté à l'unanimité, mais je dis, ce qui se passe à l'Assemblée, il faut le savoir pour savoir. Nos amis de l'Assemblée, ils savent. Pourquoi ils sont encore allés devant la Sénat pour qu'on leur explique l'article 242? Pourquoi? Ils ont voté les lois et ils vont devant le président de la Sénat pour ça. Cela dit, jeudi, on attendait le chef de l'État sur une déclaration solennelle pour dire nous arrêtons le tout. Parce qu'il a laissé passer presque un mois où nous avons perdu du temps pour venir dire voilà, c'est les deux partis qui iront aux élections. Il a dit au détour d'une petite phrase. Oui, les élections vont avoir lieu rapidement. Une détour de... Et il appelle maintenant à la paix. Quelle paix il peut y avoir? Et j'ai dit que c'est une déclaration de guerre à la population. Vous ne voulez pas entendre ça. Pourquoi? C'est une déclaration de guerre. Parce que la population est habituée à des choix multiples. Et on l'oblige à 2 choix. Et je dis, c'est une déclaration de guerre. Oui, vous revenez sur cette phrase-là où vous aviez des éléments de réponse justement à cette question. Vincent Folly vous demandait si vous l'aviez constaté, des engins lourds qui circulent à travers tout le pays, tout le territoire, des chars, une armée qui est un peu partout. À quoi cela renvoie d'après vous? Quelle lecture doit-on pouvoir en faire? Si nous avons bien suivi le chef de l'État, après avoir invité les acteurs politiques à ne pas incendier le pays, il a bien dit, mais que malgré tout, qu'il ne le permettrait pas. Et c'est de sa responsabilité de nous garantir la paix et la quiétude. Monsieur Vincent Folly le sait. Ce n'est pas une première fois que les chars sortent au Bénin pour réprimer une marche le 5 mai 2015. Une marche, pour réprimer une marche, on a sorti des chars. J'ai été d'accord avec ça. Non, mais attendez, vous étiez avec nous. Avec vous.
vous étiez dans la marche, j'allais dire. Non, je n'ai jamais marché. Oui, mais il dit, est-ce que c'est pour ça qu'il faut... Ça a été fait dénoncer, vous savez, donc... J'ai dit quelque chose ici, la semaine dernière, que le Bénin vient de quelque part. On ne peut pas se relever aujourd'hui pour dire non, c'est dangereux, c'est si. C'est vrai que la situation telle que ça se présente aujourd'hui, ça ne réjouit personne. Le chef de l'État l'a dit, ça ne le réjouit pas lui-même. Il l'a dit, mais qui ne va pas seulement voir sa jouissance, son propre plaisir et ne pas faire les choses comme il faut les faire et violer la Constitution et ne pas respecter les textes de la... Quel texte on respecte? Parce que... Quelle Constitution il applique? Vous ne voulez pas qu'on hausse le ton. Allez-y. Vous ne voulez pas qu'on hausse le ton. Allons-y. Parce que ce sont les mêmes personnes qui lui demandent aujourd'hui, monsieur le président, il faut faire, monsieur le président, il faut faire. C'est les mêmes personnes qui ont toujours dénoncé ici que le chef de l'État abuse de ses prérogatives de prise d'ordonnance. Pourquoi, M. Etonji, lorsqu'il s'agissait d'autres lois, la loi par exemple sur la fonction publique, la loi par exemple sur d'autres choses qui ont touché certaines corporations dans notre pays, ces acteurs politiques, ces universitaires n'ont pas demandé au chef de l'État d'aller prendre d'autres dispositions parce que ceux qui doivent subir l'application de ces lois ne sont pas d'accord. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. Parce qu'aujourd'hui, ça concerne la classe politique. Alors, c'est le rendez-vous de tous les dangers. Alors, il faut prendre toutes les dispositions. Il faut faire l'impossible. Non. Alors, lorsque M. Folly dit, je vais revenir sur deux choses que, comme je le dis toujours, qui ne sont pas justes. Quand le chef de l'État a demandé au président de l'Assemblée nationale, donc de trouver les voies et moyens pour qu'on puisse faire participer tout le monde aux élections, arrivé à l'Assemblée, un comité paritaire a été mis sur pied. Un comité paritaire composé de 5 membres, dont le président de l'Assemblée nationale, 2 opposants et 2 de la mouvance présidentielle. C'est le comité paritaire qui, par consensus, nous a sorti un rapport de 3 propositions. De 3 propositions. Ce ne sont pas des choses que moi je crois personnellement. Ce que vous devez nous enseigner, c'est de dire que lorsque ensemble vous vous entendez, et vous sortez, ne venez pas nous dire non, nous on n'a pas dit, nous on n'a pas dit. Si vous n'aviez pas dit, c'était au moment où vous étiez en conclave qu'il fallait dire nous on ne veut pas. Alors, mais qui a même proposé la révision de l'article 80? Il n'y a que 2 minutes, mais je m'en voudrais. Mais qui a proposé la révision de l'article 80? Je m'en voudrais. C'est des questions qu'on a suffisamment évoquées, mais il y a d'autres qu'on n'a pas pu évoquer. Alors, il ne nous reste que 2 minutes. Vous avez suivi 2 minutes, oui. Maintenant, on n'en a pas idée, mais lorsqu'on prend la parole comme vous le faites là, ça part vite. Alors, le chef de l'État a parlé, les deux, visiblement, sont pipés, il faut y aller. Et se projeter pour ceux qui ne parviendront pas à aller aux urnes, le 28, se projeter pour les autres scrutins. Mais alors, bien après, au détour de la session ordinaire pour l'année 2019, le président de l'Assemblée nationale semble faire un appel toujours à une élection inclusive. Vous l'avez suivi, Mathieu Coco, ça ressemble à quoi pour vous? Je l'ai suivi, j'ai suivi Maître Adrien Ongweji. Je ne l'ai pas compris dans le sens que vous êtes en train d'évoquer. Je l'ai compris dans ce sens, toujours l'appel au calme, et surtout qu'en tant que président de l'institution parlementaire, qu'il avait, au-delà de ses considérations politiques, accompagné donc le pays vers une élection législative. Dans le respect, il a bien précisé, dans le respect des textes et des lois. C'est ce que j'ai compris, et il a dit qu'il invite donc les uns et les autres. Il a beaucoup plus parlé, donc invoqué la paix. La paix, oui. Il a fini effectivement par là. Vous l'avez suivi également. Quelle est l'attitude de l'éditorialiste? Oui, je suis peiné, parce que les 2 personnes qui sont responsables de la situation actuelle s'appellent Adrien Ongweji et Patrice Talon. Je regrette de le dire très vertement à notre ami, c'est les 2. Le premier, pour avoir initié la loi, ils ont dit que ce sont des propositions de loi que tout le monde a adoptées. Aujourd'hui, les lois telles qu'on les adopte, nous les journalistes, nous n'avons même pas le temps. Certaines sont votées à 2h du matin. Et c'est après qu'on vient découvrir les lois. Le président de la République a dit lors de son show médiatique, lorsqu'il présentait son programme, il s'est rapproché du président de l'Assemblée, il a dit, chers amis, vous allez nous aider à voter les lois. Et il a ajouté les yeux fermés. Et déjà en ce temps, nous on avait crié pour dire, mais c'est quoi cette affaire de voter les lois les yeux fermés? Et des gens nous avaient critiqué le lendemain, les journaux proches du pouvoir nous avaient critiqué le lendemain. Mais qu'est-ce qu'on a vu?
les lois sont votées effectivement les yeux fermés. Il y a des séminaires qui sont organisés en catimini, où on décide de ce qu'on va faire. Et puis, les députés, y compris ceux de l'opposition, sont complices. Donc, celui qui est responsable de la situation, c'est Patrice Talon d'abord et le président de l'Assemblée, parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il aurait dû faire. Merci à vous, Vincent Folly. L'émission est terminée. Vous concluez en quelques secondes, si c'est possible. Un petit mot. Merci. La paix. Quelle paix? La paix, elle viendra lorsque tous les acteurs auront décidé qu'on sera en paix. C'est l'État qui a le monopole de la violence, parce que c'est elle qui a les outils de répression. Le peuple n'a rien. Donc la paix pour le peuple, ça ne suffit pas grand-chose, puisque le peuple est en paix. Tout ce qu'il cherche, c'est d'avoir à manger. Or, il ne l'a pas. Et on lui impose une guerre inutile. Merci à vous. Oui, 15 secondes. Je voudrais inviter les jeunes, beaucoup plus les jeunes, à savoir que l'avenir, c'est à nous que l'avenir appartient et que nous devons à tout prix préserver ce pays pour pouvoir en profiter demain. Merci à vous, Mathieu Coco. Merci également à vous, Vincent Folly, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. 100% Bénin, c'est définitivement terminé. Et rappel simplement de cette citation du 44e président des États-Unis, Barack Obama. L'Afrique, dit-il, n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Merci d'être des nôtres et à très bientôt. Ce n'est pas le cas au Bénin.